Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle francosphère qui va nous permettre de comprendre que le français est un créole un peu plus vieux que les autres grâce au dictionnaire historique de la langue française dans sa version 2016 rénovée par le pionnier des éditions Robert, Alain Ray. Dans cette francosphère, nous irons aussi prendre un bon bol de soupe turque dans le goût de l'enfance d'Anne Bonneau. Nous suivrons un cours de vocabulaire de rap avec le doc Dico qui nous dira d'où vient le mot bendo et nous nous demanderons avec Jean-Marie Chazot dans Speak French, pourquoi parle-t-on de jus de cranberry plutôt que de canneberge ? Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Alain Ray. Bonjour. La francophonie, ça donne chez vous une partie de l'article sur la langue française dans Le Monde, dans votre dictionnaire historique, et ça dit qu'elle peut être un mythe quand la grenouille francophone essaye de se faire aussi grosse que le bœuf anglophone, c'est ça ? Ça arrive, oui, mais je pense que ça, c'est le côté un petit peu illusoire qu'on a eu sur la langue française elle-même par le passé, notamment au XVIIIe siècle, où on imaginait que c'était la langue du monde. Ça l'a presque été, mais c'est l'anglais qui a pris la première place entre-temps. Et il ne faut pas, évidemment, se faire autre chose que ce que l'on est, mais il ne faut pas non plus se rabaisser et se considérer comme tout petit alors qu'on est vraiment dans les premiers. Il y a très peu de langues dans le monde qui se sont répandues dans un grand nombre de cultures. Je ne parle pas de pays, je parle de cultures différentes les unes des autres. Et il se trouve que le français, parmi les langues du monde qui permettent d'exprimer plusieurs cultures, et donc un métissage dans la tête, le français fait partie des plus importantes. Avec le chinois, avec l'arabe, avec l'anglais bien sûr, l'espagnol et le portugais. Voilà. Vous rappelez la création du mot francophonie par Onésime Reclus en plein essor colonial. Cette association à la colonisation à l'arrêt, c'est le péché originel de la francophonie ? Pas seulement de la francophonie, parce que l'histoire de l'influence française dans le monde est naturellement colorée par le phénomène de la colonisation, et qu'on le veuille ou non, et qu'on la critique ou pas, il faut bien sûr la critiquer, en critiquer les effets jusqu'à aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que ça a été un facteur d'unification et un facteur de rencontre. Et ce facteur de rencontre n'est pas du tout négligeable sur le plan intellectuel. Il est vrai qu'avoir de grands écrivains africains, antillais, dans toute la Caraïbe, guyanais, néo-calédoniens, polynésiens, s'exprimant directement en langue française, soit comme langue maternelle, soit comme langue seconde, mais langue qui est pratiquée couramment et facilement, ça donne aux Français justement cette coloration plurielle et métissée que peu de langues peuvent avoir et qui lui donne cette capacité à refléter des cultures très différentes les unes des autres, avec une manière de penser et de construire le monde qui est unique et qui est celle que la langue procure. En tout cas, la francophonie est bien présente dans votre dictionnaire historique de la langue française. Un des tout premiers mots à y figurer par ordre alphabétique vient tout droit d'Afrique. Vous voyez quel est ce mot zaïrois ? Attendez, allez, je vais vous aider. Le mot abacoste ? Ah oui, abacoste, qui est le costume chic à l'européenne, qui est porté comme ça. Bon, c'est vrai que les Africains ont un goût énorme pour le bel habillement, et que les sapeurs, c'est quelque chose de très important en Afrique, comme les ambianceurs. Et ça, ce sont des choses que j'aime bien répéter, parce que, entre parenthèses, ça donne une idée de la créativité du français hors de France. Parce que les Français sont un peu paresseux pour fabriquer des mots nouveaux, donc ils se laissent aller à employer des emprunts, notamment des anglicismes, alors que c'est vrai que les locuteurs francophones aux Antilles, en Guyane, et en Réunion et dans d'autres endroits ou d'outre-mer sont capables de fabriquer du français à l'intérieur de la langue même, ce qui est très positif. Voilà, puisque abacoste, c'était abat, le costume européen, pour s'approprier un costume local. En plus, c'est drôle. Si par le plus grand des hasards, vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Alain Ray, un moyen assez indirect de le savoir est d'écouter son portrait coupé, décalé par Corinne Alexia Dabo. Qui ne connaît pas Alain Ray ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Eh bien, Alain Ray est la réincarnation de Cyrano de Bergerac.
Il en a l'allure de mousquetaire débonnaire et lui aussi, il a toujours été poursuivi par un problème de taille. Trop long le nez de Cyrano pour lui permettre de déclarer sa flamme à la belle Roxane. Trop court le patronyme d'Alain Ray pour lui permettre de donner son nom à un dictionnaire. Ray, une seule syllabe, là où les autres en comptent deux, comme Robert, La Rousse, Littré ou Hachette. Mais comme Cyrano avec Christian, en mousquetaire des mots, Alain Ray reste tapi dans l'ombre pour souffler les plus beaux à celui qui les signe de son nom. Et chez Edmond Rostand, ce n'est pas Christian le héros, mais bien Cyrano. Vous reconnaissez-vous en Cyrano, Alain Ray, celui qui fait les dictionnaires mais qui ne les signe pas? C'est très généreux, c'est très joli, pas tout à fait, parce que ne pas signer n'est pas tellement important que ça. Vous savez, le dictionnaire, les grands dictionnaires de langue française ou anglaise ou allemande ou toutes sortes de choses sont rarement le fait d'une personne. Pour l'allemand, si, c'est les frères Grimm, les auteurs des célèbres contes qui ont lancé le grand dictionnaire. En Angleterre, c'est beaucoup plus compliqué et en France aussi. Alors, on a retenu le nom de Littré, qui est essentiellement un linguiste, mais aussi un philosophe et aussi un homme politique. On a retenu le nom de Larousse, qui est surtout un éditeur talentueux par ailleurs, mais un éditeur quand même. Et celui de Robert est dans la même catégorie que celui de Larousse, même s'ils sont concurrents. Mais vous n'auriez pas aimé que l'on puisse chercher un mot dans le petit Ray, comme on le fait dans le petit Larousse ou le petit Robert? Mais c'est vrai que c'était pas joli, parce que c'est... En plus, mon nom a été déformé, il a été aplati par le nord de la France. Je suis occitan d'origine, et en occitan, c'est pareil, c'est Ray. Et oui, c'est tout de suite un peu plus long déjà, et un peu plus joli. Et ça y est, il y a un peu plus de matière. À l'heure de Wikipédia, Alain Ray, les dictionnaires sont-ils autant consultés aujourd'hui qu'hier? Je crois qu'ils le sont autant, mais d'une manière différente, parce que Wikipédia a appris aux gens à consulter les dictionnaires en posant une question précise et en cherchant la réponse, alors que l'utilisation du dictionnaire imprimé sur papier est beaucoup plus riche, parce que on se pose une question, mais elle n'est pas très précise, et on va avoir des réponses à d'autres questions qu'on ne s'était pas posées. Donc le dictionnaire, si on le manipule comme les enfants le font quand ils apprennent à lire et à écrire à l'école, c'est un enrichissement de toutes les façons, parce que ça répond à des questions que l'on se pose, mais ça vous permet d'en poser d'autres. Alors que Wikipédia, c'est vraiment question-réponse, c'est le quiz, et c'est trop mécanique, à mon avis, pour avoir le même effet sur le cerveau. Ça vous développe moins. Ça peut répondre aux questions, mais ça ne peut pas stimuler, inciter et faire rêver. Le dictionnaire historique de la langue française est présenté comme un ouvrage à lire comme un roman. Vous qui avez à votre disposition plus de vocabulaire que n'importe qui, pourquoi n'avoir jamais fait de roman, Alain Ray? Ah, ça, c'est autre chose. Je pense que fabriquer des histoires est une chose intéressante, mais moi, je suis plutôt du côté des historiens, c'est-à-dire que l'histoire, elle m'est fournie de l'extérieur. Je ne raconte pas des romans qui sont de l'imaginaire, je raconte de la vérité, c'est-à-dire de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, de l'histoire sentimentale, de l'histoire affective, de l'histoire politique, de l'histoire économique, etc., toutes les formes d'histoire. Vous savez, à faire l'histoire des mots d'une langue, on se rend compte qu'on fait l'histoire tout court telle qu'elle est vue par les gens qui parlent cette langue. Et c'est une façon importante d'ajouter de la précision à l'histoire tout court. À la soupe, c'est l'heure de la pause repas de l'émission Avec le goût de l'enfance par Anne Bonneau qui est allée prendre un bon bol de soupe avec une quinquagénaire turque, Serpil, après son retour des champs où elle travaille été comme hiver. Normalement, chez nous, quand on était petite, normalement, tous les matins, on mange des soupes. Le soupe, il avait des légumes et yaourts dedans, et puis poivrons. Quand on était petite, ma mère il se réveillait 6 heures du matin, il préparait tout des œufs, quelque chose toujours. Il fait de beurre, on mange avec du thé, des olives. On mange comme ça avant de sortir de la maison, plus la soupe. J'étais au lycée, par exemple, j'habite à un petit village, à la campagne. Il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas de collège. On part 15 km avec la voiture. C'est pour ça on mange bien le matin. Peut-être des fois midi, on ne mange pas jusqu'à 5 heures, 6 heures du soir. Quand il fait froid, par exemple, surtout l'hiver, dans l'hiver, il fait froid avec la neige,
il fait froid dehors. On fait préparer le soupe chaud, on boit. C'est trop bien. Après, on a chauffé. En même temps, avec le soupe, on mange beaucoup de piment. Très chaud. On met beaucoup de piment dans de soupe. Après, c'est tout rouge. On a bien chauffé. Les Françaises, ils boivent du vin matin pour les chauffer. Mais nous, on boit de soupe avant de sortir du travail. C'est pour bien chauffer. On aime bien, mais après, je ne sais pas, on a commencé pour boire du thé. Avec des œufs et puis du fromage, des olives, du beurre. Avant, il n'y avait pas beaucoup de choix. Quel est votre goût de l'enfance à vous, Alain Ray ? Oh, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que là, ce qu'on vient d'entendre est magnifique parce que c'est un peu un rappel du fait que la façon de manger dans une culture est presque aussi importante que la langue. Je veux dire que ça change beaucoup d'une culture à l'autre. Et c'est vrai que les façons de manger de la francophonie, ça serait vraiment une symphonie extraordinairement complexe. Alors moi, je suis né en France, dans le sud de la France, en Auvergne précisément. Et en Auvergne, il y a une réalité incontournable, c'est le fromage. Et le Saint-Nectaire en particulier fait partie de ma culture d'enfance. On prélevait dans les marchés, sur les étals, quand on voyait des Saint-Nectaires, on avait toujours avec soi un petit instrument qui permettait de prélever un petit morceau cylindrique comme ça et de le goûter pour savoir s'il était bien fait. Et vous en mangiez au petit déjeuner, vous aussi ? On en mangeait aussi au petit déjeuner. Et la soupe, on peut revenir à la soupe, c'est assez extraordinaire de penser que ce qui est pour nous maintenant quelque chose de plutôt liquide, avec dedans des tas d'ingrédients, et c'est un aliment mondial, hein, la soupe. Il y en a partout, elles sont très différentes les unes des autres. Mais en français, ce qui est très curieux, c'est que le mot voulait dire d'abord une tranche de pain, et une tranche de pain qu'on trempait dans le bouillon. Et c'est ce fait, on est passé de la nourriture du solide au liquide, du pain trempé dans le bouillon, au liquide lui-même et à son mélange. Et du coup, là, le mot soupe peut se marier avec toutes les cultures où on mange des aliments liquides, chauds, pimentés ou pas, ça a été dit, et qui réconfortent le matin ou à midi. Au Portugal, par exemple, il n'y a pas de repas de midi sans soupe au début. Ouais, c'est une chose qui est... Et on a un petit peu perdu la soupe, j'ose dire, en français de la métropole. Ça serait bien de revenir à certaines soupes très, très nourrissantes, réchauffantes, conviviales, telles qu'on en a dans beaucoup de pays d'outre-mer. Et alors, à propos de soupe, en quoi le français a-t-il mixé plusieurs ingrédients au point que l'on peut parler pour lui aussi de langue créole ? Oui, c'est-à-dire que la soupe, justement, comme la macédoine, autrement, c'est un mélange. C'est la bonne qualité de la bonne gastronomie, ce qui réjouit le corps et l'esprit et les convives qui sont autour de la table, c'est quand le mélange est bien fait. Et un bon mélange vaut mieux qu'un ingrédient tout seul, de toute manière. C'est vrai pour les langues, c'est vrai pour les cultures, c'est vrai pour les civilisations et c'est vrai pour les populations. Et donc le français a créolisé le latin. Alors, le français a créolisé le latin. On m'a un peu critiqué quand j'ai dit que le français était un créole du latin, mais si on y regarde de près, c'est bien comme ça que ça s'est passé. De même qu'avec le vocabulaire français ou anglais ou espagnol ou portugais ou néerlandais, on a fabriqué des créoles, toutes les familles de créoles. Par exemple, la langue maternelle, aussi bien d'Haïti, qui est un pays à part entière, que de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Et la Guyane et la Réunion du côté, et un peu les Seychelles encore, on a quelque chose qui est une langue mixte qui est fabriquée avec une syntaxe qui venait probablement beaucoup d'Afrique pour les créoles français et un vocabulaire qui, lui, venait de France. Et ce mélange-là a été un des rares. Les créoles sont les dernières langues apparues sur la planète parce que c'est au XVIIe siècle que ça se passe et avant, il n'existait pas. Donc là, on a eu au Moyen-Âge la même opération qui s'est faite avec toutes les variétés de latin qui étaient
parlaient et qui étaient de plus en plus différentes, parlées par des gosiers germaniques, par des gosiers même jusqu'aux Slaves, et ça a donné quelque chose avec l'arrière-plan gaulois qui est du celte. Et le celte, on l'a encore vivant en Bretagne, en Irlande, en Écosse, etc. Ça donne ce mélange extraordinaire qu'a été un très grand et très beau créole qui est le français. Francosphère, Dominique Rodrey. Francosphère avec Alain Ray pour la nouvelle édition de son dictionnaire historique de la langue française. Nous allons entendre un de vos confrères linguistes dans une conférence enregistrée au dernier Festival des Francophonies en Limousin, alors que vous avez officié, vous, pendant une douzaine d'années sur France Inter pour le mot de la fin. Jean Pruvot a été recruté par une autre station publique pour les jeunes, le Move, où il explique les mots du rap sous le nom de Doc Dico, ce qui l'a amené, après le succès du rap Bendo na Bendo, à expliquer le mot bendo. Alors le bendo, finalement, faut remonter au 9e siècle. Et alors, que veut dire? On est dans le bendo, dans le rap. Ça signifie en gros, on est entre nous, on est dans la banlieue, on est entre nous. Et les auteurs de la chanson savent que ça veut dire ça, mais ils ne savent pas d'où ça vient. C'est normal, on ne peut pas toujours savoir d'où viennent les mots. Et ça vient en fait du 9e siècle, en gros, après les invasions germaniques, à partir du 4e siècle, 5e siècle, un certain nombre de mots se sont installés dans le monde féodal, et notamment le ban. Alors le ban, qui était autrefois l'interdiction, qui avait un côté très autoritaire, c'est plus ou moins assimilé, disons, au pouvoir. Et c'est pour ça que vous avez le ban et l'arrière-ban. Et puis, il y a ce qui se trouve à une lieue, en gros 4 km, du ban. C'est la banlieue. Il y a aussi un verbe, c'est abandonner. On dirait aujourd'hui donner au ban. Donc donner au pouvoir. Et eh bien, Guillaume le Conquérant arrive en Angleterre, 1066, c'est la bataille d'Hastings, il s'installe à Londres et on parle, vous le savez, une langue d'élite en Angleterre qui est donc la langue française. On embarque abandonné, qui devient abandoned. Ça donne aussi abandoned house, maison abandonnée. En gros, c'est un squat. Abandoned house devient abandoned et devient bendo. Oui, dans la langue, rien de secret, tout se recycle, Alain Ray. Absolument, oui. Est-ce qu'il y a toujours une langue des jeunes et une langue des vieux ? Oui, il y aura toujours des langues de génération, je dirais. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes jeunes, c'est pas les mêmes vieux. Et quand on parle de langue des jeunes, on est un peu distrait parce qu'on oublie un détail, c'est que les jeunes, comme tout le monde, ils vieillissent. Donc, au bout d'un certain temps, ça n'est plus la langue des jeunes. Et quand on parle des langues des banlieues, pour revenir à ce qu'expliquait magnifiquement mon collègue Pruvot, entre parenthèses, d'ailleurs, mettre une voiture à banc, on ne sait pas trop ce que c'est à Paris, mais on sait très bien ce que c'est en Suisse. C'est un mot très courant pour dire qu'on n'a pas le droit de la mettre à tel ou tel endroit. C'est cette idée d'autorité que soulignait Jean Pruvot tout à l'heure. Et avec le problème des générations, il est vrai que certains usages sont ceux des parents, des grands-parents. On dit ma grand-mère disait ça, c'était des expressions qui ne s'emploient plus, mais qu'on connaît encore et qu'on peut encore lire. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il y a deux langues dans notre tête. Celle que nous produisons et qui nous permet de fabriquer des phrases, de s'exprimer, de communiquer. Et puis il y a celle que nous comprenons. Et quand les petits-enfants commencent à apprendre à parler, ils comprennent avant de parler. Ils savent ce que veut dire un mot qu'ils entendent et ils ne sont pas capables encore de le produire eux-mêmes. Un peu comme pour les langues étrangères, finalement, on a plus de facilité à les comprendre qu'à les parler. Plus ou moins, il y a des langues étrangères dont la phonétique est claire, par exemple l'allemand. Il y a des langues étrangères dont la phonétique est très compliquée, par exemple l'anglais. Et on a beaucoup de mal. Moi, je sais que j'ai plus de facilité à m'exprimer en anglais qu'à comprendre tous les anglais, parce qu'il y a des formes d'anglais très variantes. Quand on voyait un film britannique il y a 50 ans, on comprenait presque tout quand on avait appris l'anglais. Quand on le voit aujourd'hui, on ne comprend plus rien parce qu'on le parle de manière très, très variable et très métissée, exactement comme on parle le français de 1000 façons en France et hors de France et outre-mer en particulier. Les nouvelles formes d'expression comme le rap, vous les voyez comme un enrichissement ou un appauvrissement de la langue ? Je les vois comme un enrichissement dans la mesure où ils permettent des formes d'expression, et pour le rap comme pour le slam, qui sont deux formes nées en Californie, et on a pris le mot anglais, mais c'est pas ça qui est trop embêtant, parce que ça donne des formes d'expression qui donnent à la poésie un côté populaire et spontané. Et gai, et qui permet à des jeunes d'acquérir
sur le français la même attitude poétique, de tenir compte des sonorités, de créer quelque chose qui est parfois violent, mais qui est parfois charmant, et qui est finalement la poésie pour tous. Et ça, c'est une grande chose. On retrouve les jeunes de Génération Watt, le questionnaire adressé par les chaînes premières aux natifs des années 80 aux années 2000 d'outre-mer. Sandrine Weber a sélectionné des réponses de Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Tahiti, Guadeloupe, Réunion et Nouvelle-Calédonie sur leur rapport à Internet. Pourrais-tu être heureux sans Internet ? Non, du tout. Je pense qu'on peut quand même être bien sans Internet, partir en week-end en forêt, être bien, quoi. Pour préserver le contact avec les gens et non pas virtuellement. Je pourrais vivre sans Internet si les gens autour de moi vivaient sans Internet. Tout est relié avec Internet, que ce soit pour faire des recherches, que ce soit pour avoir la famille. Moi, j'ai ma mère qui habite en Corse, donc du coup, si je veux lui parler, je suis obligé d'avoir Internet. Je peux pas être heureux sans Internet. Je suis ultra connecté. Sur mon lieu de vie, je suis heureux sans Internet, coupé de tout. Pourrais-tu être heureux sans Internet ? Ouah, c'est dur comme question, ça. Je pourrais pas être heureux sans Internet parce que c'est mon outil de travail. Je travaille sur Internet et dans Internet et pour Internet. Alors on va se tourner vers un petit jeune auvergnat de 88 ans. Est-ce que l'arrivée d'Internet a changé votre vie ou votre façon de travailler en tout cas ? Elle a pas mal changé ma façon de travailler, mais je suis très sensible aux réponses qui ont été données à la question tout à l'heure. Ceux qui disent qu'ils ne pourraient pas vivre sans Internet, c'est parce qu'ils en ont besoin pour leur travail. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus heureux avec ça que s'ils travaillaient autrement, parce que je rappelle quand même qu'il y a seulement 3 générations, personne ne connaissait Internet, et moi j'ai commencé ma vie, Internet n'existait pas. Alors je pouvais être heureux ou malheureux sans Internet. On peut être heureux sans Internet et malheureux sans Internet. Et plusieurs des personnes qui ont répondu intelligemment disaient quand même c'est embêtant parce qu'on aime mieux les contacts réels, physiques avec quelqu'un d'autre. Mais comme tout le monde là, on est obligé de passer par là. Et là, c'est une très bonne réponse aussi parce que la société, c'est une question d'imitation. Il y a un grand sociologue ancien français qui s'appelait Gabriel Tarde et qui disait que toute l'affaire sociale, c'est une question d'imitation. Alors, il ne faut pas trop imiter, mais on ne peut pas ne pas imiter parce qu'on a besoin de se différencier au point de vue personnel. Et le bonheur, c'est une chose qui ne se transmet pas et qui ne ressemble pas. Chaque bonheur est différent de chaque autre. Mais d'un autre côté, on a besoin de communiquer. Et pour communiquer, il faut qu'il y ait un côté de ressemblance avec les autres. Et cet aspect-là, il devient mondial grâce à Internet. Et quand quelqu'un disait que sans Internet, il ne pourrait pas communiquer avec sa maman, lui, je ne sais pas, il est à distance, très loin outre-mer, et elle est en Corse, qui est aussi outre-mer, mais plus près de la France métropolitaine, ce qui n'est pas un centre, hein. Les centres sont partout, c'est polycentrique, c'est très bien. Et je trouve que le rapport à Internet a enrichi, mais a rendu complexe. Moi, personnellement, mon rapport à Internet, il est professionnel. C'est-à-dire que grâce à Internet, j'ai beaucoup plus de connaissances des choses qui me passionnent. Alors ça, c'est très bien. Mais d'un autre côté, je m'en méfie un peu parce qu'il y a c'est trop riche, c'est pas assez classé et je reste un amoureux des livres. Voilà. La dernière séquence de cette émission prend comme d'habitude la forme d'une injonction. Speak French, intime Jean-Marie Chazot, aux amateurs de cranberries, ces petites baies rouges parées de toutes les vertus. Les Cranberries, dans les années 90, c'était d'abord un groupe de rock irlandais. Depuis la fin des années 2000, c'est aussi en France un fruit à la mode, séché ou en jus. Ancré dans les habitudes alimentaires en Amérique du Nord, il s'est exporté massivement sous son nom anglais de cranberry, même s'il a aussi une appellation bien francophone, canneberge. Le double étiquetage au Canada en atteste. Résultat, la pub télé au Québec, ça donne ceci. Bonjour, on cultive les canneberges au Québec pour Ocean Spray depuis plus de 50 ans. Et en France, ça donne ça. Bonjour, cousins français. Dans ces champs, on cultive les cranberries d'Ocean Spray. Nous, on est les experts de la cranberry. D'où cette réjouissante sortie récemment dans le quotidien Libération de la comédienne québécoise Anne Dorval. Elle répliquait alors qu'on se moquait d'elle à Paris quand elle commandait un jus de canneberge. Vous dites déjà parking, pressing, jus de cranberry, c'est ridicule. Je ne serais pas surpris Alain Rey si comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, vous préfériez le jus de canneberge à celui de cranberry. Ah oui, mais j'emploie canneberge parce que j'ai connu ce fruit il y a très très longtemps par un ami, figurez-vous, qui n'était ni québécois ni français, qui était finlandais.
où c'est un fruit qui est très pratiqué et très aimé. Et lui, comme c'était quelqu'un qui connaissait plusieurs langues, qui avait fait ses études en Suisse, donc en français, il parlait toujours de canneberge et il était furieux quand on parlait de cranberry. Parce que le mot cranberry, il a pris cette valeur internationale en partie parce que c'est dans la famille des berries, qui sont les baies. Et il y a des quantités de berries en anglais, donc ça donne une certaine force à ce mot, et il est un peu, pour les anglophones, il est déjà un peu expliqué. On sait que c'est une petite baie, alors que canneberge, l'origine oui, on voit pas très bien de quoi il s'agit. Est inconnue, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais c'est peut-être pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que nous sommes un peu à genoux devant la culture anglo-américaine, et ça, c'est une erreur. Ça y est, l'anglais est en train d'avoir notre peau. Ah, il est en partie en train de nous brûler la peau, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est un peu dangereux parce que la quantité d'anglicisme est une chose. Toutes les langues ont besoin d'emprunt, donc ça n'est pas en soi mal d'emprunter à la langue anglaise, mais quand tous les emprunts viennent du même endroit du monde, qui est l'Amérique du Nord, états-unienne, j'aime bien ce mot parce que les Américains, on dit les Américains, quand on est brésilien ou canadien, on est aussi bien américain que quand on est des États-Unis. Donc je pense que le langage des États-Unis déversé sur le monde entier, c'est un peu trop, et c'est un peu trop unilatéral. C'est pas assez métissé pour mon goût, c'est pas assez créole. Et donc on peut revenir aux sources grâce à votre dictionnaire historique de la langue française. Merci beaucoup Alain Ray. Merci également à Corinne Alexia-Dabo, Anne Bonneau, Sandrine Weber, Jean-Marie Chazot et Tiffaine Vittet. Et salut en français à tous les Outre-mer.